Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À l'entame de cette communication, j'adresse mes prières et mes remerciements sincères au Khalif, Cheikh Mohamedou Mahi Ibrahim Niass, et à toute la famille de Maulana Cheikh al-Islam Ibrahim Niass. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux et que leurs efforts pour guider et unir la communauté musulmane demeurent bénis et fructueux. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude aux organisateurs de ce symposium pour leur générosité et pour avoir porté leur choix sur ma modeste personne pour lancer cette réflexion. C'est donc armé d'une passion sincère que nous comptons partager avec vous tous ici présents le fruit de cette analyse. Hegel, un grand philosophe que tout le monde connaît, disait que rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Je remercie Cheikh Abdou Sané Gadj, mon phare sur le chemin lumineux tracé par Maulana Cheikh Ibrahim Niass, ainsi que tous les membres de la CTBN, la communauté des talibés de Baye Niass, ici présents. Le prétexte de notre rencontre d'aujourd'hui est de discuter d'un sujet d'une importance capitale, mais un sujet aussi bien d'actualité. AES, CEDEAO, quel moyen de sortie de crise tiré de la pensée et de l'action de Cheikh Ibrahim Niass en faveur de l'intégration des peuples africains? Il est évident que pour les pays africains, il n'y a pas d'autre alternative à l'organisation de la solidarité entre eux s'ils veulent relever les multiples défis auxquels ils sont confrontés. Le meilleur moyen d'y arriver est le regroupement au sein de communautés économiques régionales, comme d'ailleurs le prône l'Union africaine. Faisons d'abord un petit rappel des organisations AES. AES qui veut dire l'Alliance des États du Sahel, une alliance qui regroupe des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération régionale, tout en se positionnant en opposition à certaines décisions et politiques de la CEDEAO. L'AES a été formée en réponse à l'insécurité grandissante, aux crises politiques, aux défis socio-économiques qui frappent la région du Sahel. Ces pays, souvent confrontés à des menaces terroristes, des conflits intercommunautaires et des problèmes de gouvernance, ont choisi de s'unir pour faire face à ces enjeux de manière collective et solidaire. Cette alliance trouve également la gestion des transitions politiques qui est gérée de façon, en tout cas, pas comme ils le voulaient. Les pays de l'AES estiment que l'organisation régionale, par ses sanctions et ses pressions sur les régimes en transition, ne prend pas en compte les réalités locales ni les aspirations des populations. J'en viens à la CEDEAO, qui veut dire la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Fondée le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria, cette communauté n'est rien d'autre qu'une organisation régionale dont l'objectif principal est de promouvoir l'intégration africaine et le développement dans la région ouest-africaine. La CEDEAO a été créée pour favoriser une certaine solidarité entre les 15 États qui la constituent. Elle est considérée comme la communauté économique régionale la plus performante du continent africain. Nous allons parler des succès et des avancées de la CEDEAO pour nous acheminer rapidement vers ces défis. Je ne vais pas développer, je vais juste parler de la mise en place effective et opérationnelle des institutions législatives et judiciaires. Je vous parlais là du Parlement de la CEDEAO, de la Cour de la justice de la CEDEAO, mais aussi de la prise en charge des questions de droits de l'homme, de lutte contre la corruption et de coopération avec les organisations de la société civile. Mais nous n'allons pas oublier la question de la libre circulation des personnes et des biens. La CEDEAO a adopté plusieurs mesures pour rendre effective
la libre circulation des personnes et des biens dans la région. Je ne développe pas, comme je l'ai dit, parce que j'ai remis l'intégralité de la communication aux organisateurs. Donc, le temps nous étant compté, je vais faire l'économie de certains détails. Mais il nous faut parler aussi de la lutte que la CEDEAO mène pour assurer la sécurité régionale. La CEDEAO a mis en place une architecture de paix et de sécurité. Elle a adopté des stratégies et des plans d'action pour lutter contre le terrorisme et pour assurer la sécurité régionale. On se rappelle très bien des missions comme l'ECOMIP en Guinée-Bissau et l'ECOMIC en Gambie. Tout cela témoigne de l'engagement de la CEDEAO en faveur de la stabilité régionale. Mais aussi, en termes de résilience dans la solidarité, nous avons vu toutes les mesures qui ont été prises par la CEDEAO quand l'épidémie de la maladie à virus Ebola et la pandémie de Covid-19 s'étaient déclarées. Autant de choses qu'il faut mettre à l'actif de la CEDEAO. Mais venons-en maintenant aux défis et aux insuffisances de la CEDEAO. Malgré ses succès, la CEDEAO n'a pas encore réalisé tous les résultats escomptés. Les problèmes de terrorisme, d'insécurité et de gouvernance restent des défis majeurs. Les récents retraits du Burkina, du Mali et du Niger témoignent des lacunes et dysfonctionnements de l'organisation, ainsi qu'une perception négative par la population des États membres. L'objectif est de parvenir à la CEDEAO des peuples, ce qui n'est pas encore le cas. Cette réalité doit être prise en compte dans toute recherche de solutions. Pour avoir examiné les missions et les objectifs de la CEDEAO, il est essentiel de considérer comment des figures influentes telles que Cheikh al-Islam Ibrahim Niasse, un guide religieux respecté, pourraient contribuer à renforcer l'intégration régionale. Alors que la CEDEAO travaille à l'unification économique et politique de ses États membres pour promouvoir la paix et le développement, les enseignements et l'action de Cheikh Ibrahim Niasse offrent une perspective complémentaire précieuse. Mais qui est Cheikh Ibrahim Niasse? Et comment ses idées et son influence peuvent-elles contribuer à surmonter les défis de l'intégration africaine? Cheikh Ibrahim Niasse, connu sous le nom de Baye Niasse, est une figure éminente de l'islam en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Sénégal. Il est connu non seulement pour son influence religieuse, mais aussi pour son rôle diplomatique et dans la prévention des conflits. Il fut par ailleurs le premier noir africain à présider la prière dans la prestigieuse mosquée de Al-Azhar en 1961. L'Afrique et la race noire ont occupé une place honorable dans son engagement pour la vérité sur le long itinéraire qu'il a suivi infatigablement à travers le monde. Dans l'ouvrage que nous avons eu l'honneur de consulter, Baye Niasse, le défenseur de l'islam, de son fils Cheikh Mohamedoul Mahdi Ibrahim Niasse, on y note les nombreux voyages de Cheikh Baye Niasse à travers le continent africain et le reste du monde. Il a rencontré plusieurs grandes figures de son époque, dont les rois Mohamed V et Hassan II du Maroc, l'Égyptien Gamal Abdel Nasser, Ahmed Ben Bella, Wari Boumediene d'Algérie, le Tunisien Habib Bourguiba, le Ghanéen Kwame Nkrumah, chantre du panafricanisme, le Guinéen Ahmed Sékou Touré, mais aussi le Soudanais général Gafar al-Nimeri, ainsi que le Nigérian Yakubu Gowon, etc. Dressons ici un bref aperçu de ses contributions dans ces domaines. Dans le dialogue interreligieux, Cheikh Ibrahim Niasse a toujours prôné le dialogue entre différentes religions. Il a encouragé la coexistence pacifique entre musulmans et non-musulmans, particulièrement dans une région où entre musulmans et non-musulmans, des tensions religieuses peuvent parfois, donc être relevées. Dans les relations internationales, il a entretenu des relations avec de nombreux dirigeants africains et du monde musulman. Sa réputation lui a permis de jouer un rôle de médiateur dans plusieurs conflits. Par exemple, il a été impliqué dans des discussions de paix au Moyen-Orient et en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de la promotion de la paix,
Cheikh Ibrahim Niasse a utilisé sa position pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Sa diplomatie était basée sur les principes islamiques de justice et de fraternité. Son approche a souvent été de réunir les parties en conflit pour un dialogue direct. Cheikh Ibrahim Niasse a été aussi le chantre de la médiation dans les conflits internationaux. Lors de sa mémorable visite au Pakistan en novembre 1963, il appela de ses vœux la réconciliation entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Ami proche du président Gamal Abdel Nasser et du roi Faisal, il œuvra pour leur rapprochement. Il proposa également sa médiation pour dissiper le froid diplomatique entre le Maroc et la Mauritanie. Un document indique d'ailleurs de façon très claire que trouver un règlement honorable à l'affaire mauritanienne, Hassan II s'est assuré le concours de Cheikh Ibrahim Niasse qui déploie à cet effet une grande activité. Ce document, nous l'avons consulté, nous l'avons eu du Centre des archives diplomatiques de Nantes, signé secret, top secret, document numéro 111. Ce rôle qu'il a eu à jouer en Mauritanie et au Maroc, il le joua également dans la crise du Biafra au Nigeria, pays où il comptait des centaines de milliers de disciples, où il compte des centaines de milliers de disciples issus des différents groupes ethniques du pays. Cheikh Ibrahim Niasse a été un grand défenseur des droits inaliénables du peuple palestinien sur sa terre et surtout sur Bayt el-Maqdis, Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa. Toute sa vie, il a condamné avec véhémence Israël pour ses violences et la spoliation des terres de Palestine. Ses prêches et ses différentes invocations sur ce sujet sont assez illustratifs. Jusqu'à aujourd'hui, ces khalifes successifs observent le même engagement en faveur du peuple palestinien, mais aussi pour celui du Cachemire. Il y parvint grâce à ce qu'on pourrait appeler, ou alors nommer, une diplomatie du chapelet dont les fondements sont le charisme exemplaire, l'érudition immense et la conviction profonde. Panafricain convaincu, Baye Niasse, dans le cadre de ses dispositions, a mené une diplomatie pas seulement internationale, on peut parler aussi de sa diplomatie intérieure au Sénégal. Panafricain bien convaincu, Baye Niasse a pensé à l'unité nationale avant de penser à l'unité africaine. Et je me réfère au livre du professeur Babacar Niane intitulé Baye Niasse, un père du panafricanisme. C'est normal, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ainsi qu'il fut un acteur clé de la mise en place en 1958 du Conseil supérieur des chefs religieux pour une solidarité agissante et une unité nationale. Toujours selon la même source, en 1959, 2 sous-commissions furent créées, l'une pour les affaires relatives au croissant lunaire et les fêtes religieuses et l'autre sur toutes les questions qui interpellent l'islam. Cette dernière a été même élargie aux éléments des pays limitrophes comme la Guinée et la Mauritanie, mais malgré les efforts considérables qu'il déploya pour sa réalisation, ce conseil n'aura qu'une existence éphémère. En réalité, le cheikh a été de tous les combats menant le pays vers un développement social, culturel et économique. À l'instar de son vénéré père El Hadj Abdoulaye Niasse le Grand, il a entretenu des relations exemplaires avec toutes les familles religieuses du pays, de même que le clergé. Je ne vais pas les citer, nous les savons tous. Mais le cheikh a joué un rôle important dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix et de la solidarité au niveau national, régional et international. À travers certains leviers que sont l'éducation et la formation, la médiation, ces réseaux communautaires, des conférences, des événements qu'il créa lui-même ou alors où il a été invité. Concernant le volet éducation et formation,
Il a fondé plusieurs écoles et centres éducatifs qui ont servi de plateforme pour l'enseignement des valeurs de paix et de compréhension mutuelle. L'éducation a été un outil clé pour prévenir l'extrémisme et promouvoir une culture de paix. En 1947 déjà, il prônait l'éducation pour tous. Pour le volet médiation, le cheikh a souvent été appelé à jouer le rôle de médiateur dans tous les conflits locaux et régionaux. Son autorité morale et religieuse lui donnait un poids considérable dans ces négociations. En septembre 1949, Cheikh Ibrahim Niass fut sollicité par le chef de territoire, M. Terak, en vue d'apaiser les tensions entre deux factions mauritaniennes. Dans ce même registre, le secrétariat du gouvernement colonial adressant en 1952 une lettre du gouverneur général pour lui indiquer l'étendue de la diffusion du mouvement religieux de Cheikh Ibrahim Niass en Mauritanie, notamment dans le Tarza, l'Adrar et le Tajakan de la Saba et dans la région du fleuve. Je vais devoir sauter certaines pages et aller directement sur la démarche inspirée de Cheikh Ibrahim Niass pour dénouer le conflit entre l'AES et la CEDEAO, étant entendu qu'il nous reste 5 minutes d'intervention. La délicatesse de cet exercice que nous entreprenons s'appuie sur la philosophie de Cheikh Ibrahim Niass et ses démarches exemplaires. Si Cheikh Ibrahim Niass était encore parmi nous, sa stratégie pour dénouer le conflit entre l'AES et la CEDEAO se baserait sur les principes de dialogue, de médiation et de promotion de la paix. En effet, armé de ses connaissances islamiques et des enseignements de la Faïda, Baye a toujours pris son bâton de pèlerin pour aller fédérer les musulmans ou des nations d'ethnies différentes. Un autre argument fort en faveur de l'idée que les héritiers de Maulana Cheikh Ibrahim Niass pourraient être la solution réside dans la dimension de son influence. En effet, il est le seul cheikh à pouvoir se prévaloir de plus de 50 millions de fidèles à travers le monde. Cette immense communauté constitue un véritable atout pour promouvoir la paix et la réconciliation entre les peuples africains. Son réseau solide et sa voix respectée dans le monde musulman lui confèrent une légitimité unique pour mener des initiatives de dialogue interconfessionnel et d'unité. Je vais citer quelques pistes. Cheikh Ibrahim Niass aurait commencé par multiplier les prières et les appels à la paix. Chaque fois qu'il en aurait eu l'occasion, il croyait fermement à la prière collective et les invocations sincères qui pouvaient effectivement apporter la paix et la réconciliation entre les parties en conflit. Il aurait mobilisé les communautés musulmanes pour prier pour la résolution pacifique des différends entre l'AES et la CEDEAO. En rassembleur, Cheikh Ibrahim Niass aurait utilisé son influence pour sensibiliser et engager d'autres leaders religieux de la région ouest-africaine. En tant que figure respectée, il aurait pu rassembler des leaders religieux de différentes confessions pour discuter des moyens de promouvoir la paix et l'unité. Ces leaders auraient pu jouer un rôle crucial en sensibilisant leurs communautés respectives à l'importance de la réconciliation et de la coopération régionale. En médiateur, Cheikh Ibrahim Niass aurait pris des initiatives pour organiser des dialogues et des médiations entre les parties en conflit. Il aurait insisté sur l'importance de la connaissance des causes de la crise, des enjeux et des points de convergence pour faciliter les points sur lesquels il serait plus facile d'obtenir des concessions, des accords entre les deux parties. Il aurait également défini les modalités de conduite des discussions dans des conditions qui permettent d'en maintenir la confidentialité. En défenseur de valeurs spirituelles pour la paix durable, Cheikh Ibrahim Niass aurait utilisé son influence pour plaider auprès des autorités politiques des États membres de la CEDEAO et de l'AES. Il aurait rencontré les chefs d'État et les dirigeants politiques pour discuter des moyens de promouvoir la paix et de renforcer la coopération régionale. Il aurait insisté sur la nécessité d'éviter de faire perdre aux populations les avantages qu'ils tirent du statut de leur pays d'être membre de la CEDEAO et de leur causer d'autres préjudices. En tant qu'ambassadeur de l'unité et de la solidarité, Cheikh Ibrahim Niass aurait continué à promouvoir l'unité et la solidarité entre les peuples africains. Il aurait encouragé les efforts visant à faire des avancées vers l'unité de l'Afrique, vers l'effectivité du contrôle de son destin par les Africains eux-mêmes. Il aurait également insisté sur l'élimination
de tout risque de survenue ou d'aggravation de la violence et de l'insécurité en raison de la persistance de divisions entre les États de l'Afrique de l'Ouest. Mais sur un autre plan, il aurait contribué à l'épanouissement économique des peuples de l'AIS et de la CEDEAO en partageant sa vision de l'économie morale, sociale et solidaire avec la création en 1947 de la coopérative des agriculteurs et musulmans du Sénégal en pleine période coloniale. Ce modèle économique vulgarisé par un chercheur anglais s'appuie sur les valeurs morales pour promouvoir des activités de développement économique. La dimension économique de l'œuvre de Baye Niasse est souvent oubliée alors qu'il a largement contribué à l'émancipation de la masse paysanne et rurale avec ses coopératives dans une période de domination coloniale. Je vais devoir m'arrêter pour être discipliné comme panéliste. Il me restait peut-être juste un aspect qui me semble important et je vais demander l'indulgence du maître de cérémonie juste pour parler de Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahim Niasse, le digne continuateur de l'héritage spirituel. Pour rappel, lors des événements dramatiques entre le Sénégal et la Mauritanie en 1989, le calife de la Faïda de l'époque et fils aîné de Cheikh Ibrahim Niasse, Cheikh El Hadj Abdoulaye Niasse, avait déployé avec promptitude des efforts pour sauver des milliers de résidents mauritaniens au Sénégal de la furie du massacre. L'actuel Cheikh, le calife général Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahim Niasse, poursuit le travail de son illustre père et de ses vaillants devanciers avec détermination et vision. À travers ses tournées en Afrique, il continue de promouvoir l'unité et la solidarité entre les peuples et appuie la résolution des conflits tels que le Darfour et le dialogue constructif. Ses visites diplomatiques, la promotion qu'il fait à l'éducation et à la culture et ses initiatives à la paix sont autant d'éléments que nous devrions développer, mais nous allons devoir nous arrêter là et je vous remercie de votre aimable attention.